Bonsoir madame. Bonsoir monsieur et bonsoir à vous tous. Merci de nous être fidèles du lundi au dimanche sur Monaco Info et le dimanche à 20h. Place au best-of de la semaine, une semaine qui aura été marquée par la clôture de l'année de célébration du 100e anniversaire de la disparition du prince Albert Ier. À l'UNESCO à Paris, l'écrivain et académicien Éric Orsena a notamment rendu un très bel hommage au prince. Cette semaine, il a également été question de la santé du secteur du bâtiment avec le président de la Chambre patronale. Malgré la crise internationale et le manque de certaines matières premières, c'est un secteur qui se porte bien. Le chercheur Stéphane Labranche, quant à lui, est venu nous expliquer ce qui justifie les réactions parfois de lassitude ou d'incompréhension de la population à l'heure où l'on demande toujours plus d'efforts pour maîtriser les dépenses énergétiques. Nous nous sommes intéressés aussi aux origines du monde et à l'affrontement pas si violent entre la science et la foi. Les préparatifs de Noël, nous vous avons donné de précieux conseils pour éviter les arnaques du commerce en ligne. Et puis cette semaine enfin, le journaliste Yann Onona est venu nous présenter le livre qu'il a coécrit avec Yann Casville, le livre en or du basket 2022. Et pour cette année, il retiendra notamment l'incroyable match des playoffs d'Euroleague en mai dernier entre le Pirée et la Roca Team. C'est l'un des plus grands matchs moi auxquels j'ai assisté personnellement en termes d'enjeux et puis en termes d'émotion et de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Il y avait un niveau de jeu, c'était extraordinaire. Donc oui, Monaco, tout était concentré dans ce match-là. C'est-à-dire, ils sont en train de construire quelque chose depuis quelques années, qui sont en Ligue sans réussir à gagner le titre de champion de France et quasiment en accédant au Final Four. Mais tout est résumé dans ce match-là, c'est-à-dire la construction, le potentiel et probablement le futur. Kevin Durant est surtout un ami, un proche ami de Mike James, puisque Mike James, qui est déjà l'une des plus grandes superstars qu'on ait vu dans le championnat de France ces 20 dernières années, très clairement, a joué à Brooklyn. Il a fait une pige à Brooklyn après être parti du CSKA Moscou dans des termes pas très très bons. Il s'était retrouvé au Brooklyn Nets et avait joué même les playoffs avec eux en tenant un rôle de meneur. Il a très bien joué, c'est-à-dire dans d'autres circonstances, il aurait peut-être pu décrocher un contrat là-bas. Oui, Mike James, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est une personnalité clivante, puisque c'est un joueur d'exception au niveau individuel, c'est un soliste, il est capable de mettre des tirs dans toutes les positions, mais s'il fait la tête, il est capable aussi de disparaître, mais son talent est unique. Donc effectivement, quelqu'un, je pense, avait très bien résumé sa personnalité en disant quand on a Mike James dans son équipe, on a soit une arme de destruction massive, soit on est assis potentiellement sur une bombe nucléaire. Et on voit évidemment que les résultats ne se sont pas fait attendre. Il est retourné en finale instantanément. C'est surtout le visage de l'équipe qui a changé. Donc, ce que disait Mike James à ce sujet l'année dernière en interview pour l'équipe, c'était qu'effectivement, il avait redonné des rôles à chacun. Et je pense que Sacha Obradovic est un très fort caractère. Donc, il y a effectivement menace en permanence d'explosion avec un fort caractère comme Mike James, mais il y a aussi cet instinct de champion et ces deux caractères forts qui parfois se reconnaissent, s'identifient l'un à l'autre et peuvent fusionner quand ils ont une mission commune. Et clairement, Obradovic a réussi à faire accepter à Mike James des choses que d'autres coachs n'arrivent pas à lui faire accepter. Entre le projet de Lasvel et celui de Monaco, le basket français a trouvé ses locomotives. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est à un moment donné des chercheurs émérites issus de Polytechnique, Corps des Mines, Pierre et Marie Curie, qui ont décidé de protéger les consommateurs. Parce que les consommateurs que nous sommes aujourd'hui sont désarmés face à des algorithmes soit malveillants, des sites frauduleux, soit même les sites honnêtes utilisent aujourd'hui des algorithmes d'optimisation de prix de vente. Et en fait, c'est cela qui grève le plus aujourd'hui le budget des Français. Les algorithmes des marchands, les intelligences artificielles que eux-mêmes utilisent, évaluent votre capacité à mettre en question le prix qui vous est proposé. La plupart des centres-villes se sont quand même un petit peu vidés de leur commerce et on ne retrouve pas forcément le produit recherché, désiré à côté de chez soi. Donc, Internet est devenu un passage obligé pour quasiment chacun d'entre nous. Le secteur d'activité de notre corporation est un des secteurs majeurs de l'économie monégasque. C'est vrai qu'on a une représentation très importante au cœur de l'économie. Aujourd'hui, la corporation représente, pour donner quelques chiffres, 372 entreprises qui
emploie plus de 11 200 salariés et représente un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. On a la chance de pouvoir travailler en principauté où de fabuleuses réalisations remarquables tant sur le plan technique que sur le plan de la qualité, avec des conditions très compliquées d'exécution, font qu'on peut œuvrer tous les jours sur des sujets fantastiques. Pour donner quelques chiffres, sur l'année 2021, l'acier avait augmenté de plus de 156%. Début 2022, premier trimestre, il avait augmenté encore de 35%. Donc ce sont des hausses qui sont terribles. À cela s'est rajouté l'inflation, à cela s'est rajouté la crise en Ukraine, où là beaucoup de matières premières, de matériaux sont fabriqués en Ukraine et peuvent venir pénaliser toute une industrie, y compris sur la fabrication des engins, des matériels, etc. C'est ça, mais ça commence, Stéphane Labranche, hein, à très court terme, par ces menaces de coupure un peu partout en Europe et dans le monde peut-être. Ah oui, et ça, j'ai hâte de voir si ça va avoir des effets à long terme sur la manière dont les gens vont entrer en interaction avec leur énergie, à quel point ça va les impacter en termes de pratiques quotidiennes. Est-ce que ça va avoir des effets positifs sur leur sobriété en faisant un peu plus attention à ce qu'ils font au quotidien ou pas? On le verra dans les 2-3 années qui suivent, mais je pense qu'il y a un moyen en fait d'améliorer la conscience, et pas que la conscience, mais aussi les effets que ça peut avoir sur nos pratiques quotidiennes pour éviter de se faire subir une coupure de courant sur 2 heures qui risque d'être quand même un peu difficile à vivre parce qu'en fait ça veut dire plus d'antenne relais, ça veut dire peut-être des problèmes de sécurité, ça veut dire aussi simplement l'incapacité même on ne pourra plus regarder la télé pendant 2 heures. Donc, heureusement que les ordinateurs ont des batteries, parce que sinon, on risque de s'ennuyer. Peut-être que ça va nous forcer aussi à penser à d'autres occupations, peut-être à sortir un peu plus, puis à se balader pendant les 2 heures. Le retour et les effets positifs sur l'environnement, que moi, j'arrête de prendre la voiture ou l'avion, ça ne change pas grand-chose au fait qu'il y a plein de jets privés dans le ciel. Alors, pourquoi est-ce que je devrais le faire? Donc ça, c'est une vraie question de psychologie et de sociologie. On me demande de faire des efforts alors que ma vie est très contrainte au quotidien. Je la ressens comme telle. Je parle de ce qui se passe comme ressenti dans la population. Il y a des contraintes de temps, des contraintes d'argent, des contraintes d'opportunité, des obligations, des enfants, le travail, etc., etc. Et les plus riches donne cette image d'une très grande liberté. Je veux aller faire un resto chinois en Chine, donc je prends mon avion privé pour y aller et je reviens chez moi 2 jours après. Et soit vous choisissez le domaine scientifique et là, vous connaissez les résultats, mais surtout vous connaissez le fait que, comme le disait notre écrivain national Victor Hugo, la science n'approche la vérité que comme une asymptote, c'est-à-dire qu'elle ne touche jamais la vérité. En revanche, si vous vous situez dans le domaine de la foi, là, en tant que croyant, vous êtes toujours interrogé. Crois-tu ou pas? Et là, il ne s'agit pas seulement d'une question de vérité à approcher, il s'agit d'un engagement personnel. Donc vraiment 2 domaines différents, mais qui sont effectivement interrogés par la même question, qu'est-ce que l'homme et d'où vient l'homme? En évoquant nos parents Adam et Ève, c'est déjà le fait de dire que tous les humains, tous ceux qu'autour de nous décidons de doter du titre d'humain, ont de mêmes parents. C'est-à-dire qu'ils ont des origines communes. Ça, c'est un message essentiel. Mais les décennies ont passé depuis Darwin. Il y a à la fois des combats qui ont été menés, qui sont encore aujourd'hui menés soit par des croyants, soit par des scientifiques. Mais fort heureusement, il y a aussi des tas de domaines dans lesquels croyants et scientifiques se retrouvent pour, une fois encore, se poser éternellement la même question. C'est qu'est-ce que l'humanité et qu'est-ce qu'être humain? Beaucoup parmi nous, quand nous avons été enfants, avons rêvé de descendre d'un prince ou d'une princesse, mais nous ne sommes pas tous de Monaco, donc c'était sans doute plus difficile. Ou, vous connaissez l'expression, sortir de la cuisse de Jupiter. C'est ça. Il faut commencer par voir ce que nous avons en commun pour finir par goûter nos différences et goûter notre diversité. Et c'est pour ça que j'ai aussi confiance dans l'avenir. J'ai eu cette chance incroyable d'être élu à l'Académie au fauteuil de Jacques-Yves Cousteau et de Louis Pasteur. C'est-à-dire 2 personnes qui nous ont permis d'accroître notre connaissance du monde vivant. Il nous a permis d'agrandir notre connaissance et surtout donner un modèle que la curiosité n'est pas, selon cette phrase stupide, un vilain défaut, c'est l'indifférence qui est un vilain défaut. Et que la curiosité, au sens étymologique, ça vient du mot cura, qui veut dire le soin,
Donc la curiosité soigne le monde. Et c'est ce qu'a fait le prince Albert Ier. Il s'est rendu compte assez vite que si on ne transmettait pas ce savoir, les scientifiques allaient rester dans leur monde et qu'au mieux on ne s'occuperait pas d'eux et au pire on contesterait leurs recherches. Donc il fallait se mettre au service aussi de la communication de tout ce qu'on allait découvrir. Et c'est un maître dans ce domaine, ce qu'on appelle de ce très vilain mot français qui s'appelle vulgarisation et qu'en anglais c'est plus joli, de popularisation. C'est-à-dire la science c'est aussi pour chacun. Il était dans l'action, il était dans la preuve que la fraternité est possible, c'est-à-dire la fraternité entre l'espèce humaine et puis les autres espèces, et dans la fraternité entre humains, avec un courage incroyable et une liberté incroyable. Ce qu'il a fait pour Dreyfus, c'est quand même inouï. Ce qu'il a essayé de faire de médiation pour éviter ce suicide de l'Europe qui est la guerre de 14-18, c'est quand même incroyable. Ben, c'est un personnage de roman vrai. Qu'est-ce que la science? C'est un roman vrai. Vous savez, moi, j'ai mis longtemps à m'intéresser à la science, mais depuis 25 ans maintenant, je suis passionné par la science. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est Il était une fois, mais ce Il était une fois, c'est Il était une fois la vérité. On ne se lasse pas d'écouter Erik Orsenna et on ne se lasse pas non plus de découvrir le best-of des réseaux avec toujours de belles pépites. Alors on connaissait l'expression comme chien et chat. Visiblement, cela fonctionne mieux entre cheval et chat. Ainsi se referme ce best-of de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h, c'est Fabien Bonilla que vous retrouverez. Je vous souhaite de bien terminer ce week-end et de passer une belle et douce soirée.